Alors, je vais vous parler d'un programme qu'on a développé et pour pouvoir parler d'évaluation et quels sont les enjeux de l'évaluation, surtout en milieu clinique, puisque c'est surtout en milieu clinique et surtout quand on intervient auprès des jeunes et des familles qu'on ne sait pas par quel bout prendre l'évaluation. Alors, je vais vous parler d'une expérience tout à fait de mon équipe. Et c'est parti d'un intérêt purement clinique. Et par la suite, effectivement, si on veut savoir où on s'en va, on n'a pas le choix que de se mettre à évaluer. Comment évaluer, c'est pas facile. Et je vais vous parler de toutes les choses difficiles que nous, on a rencontrées dans cette évaluation, partager un peu cette expérience je pense que c'est la première fois qu'au lieu de parler des résultats positifs et de mettre ça à l'avant-scène, je vais parler de tout ce qui est difficile. Alors, d'abord, pour le programme équipe, comment c'est arrivé? Donc, pour expliquer l'intérêt clinique, moi, je pense que les personnes qui sont dans la salle savent que mon intérêt d'abord a commencé avec le trouble, le TDAH, donc le trouble déficitaire de l'attention avec ou son hyperactivité. Et progressivement, on sait très bien que le TDAH, surtout en milieu spécialisé, on le voit rarement seul. Et surtout, en milieu défavorisé, il est rarement seul. Donc, il y a souvent des comorbidités et on brasse dans le large spectre des troubles externalisés et des problèmes de comportement. Et je dis bien problèmes de comportement, ce n'est pas toujours des troubles, et c'est surtout ceux-là qui sont les plus problématiques. Parfois, on n'atteint pas le score des critères diagnostiques, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça entraîne comme dysfonctionnement pour l'enfant, pour l'école, pour sa socialisation et surtout pour ses parents. Alors c'est parti de là, donc j'ai essayé de regarder un peu qu'est-ce qui s'est fait dans la littérature et on sait qu'au niveau des problèmes de comportement, plus on intervient tôt, mieux c'est efficace. Je crois que tous les conférenciers qui ont précédé l'ont précisé. Et pour regarder une des principales études et des plus solides au niveau scientifique, c'est l'étude PATS, Preschool ADHD Treatment Study. C'est l'équivalent, pour ceux qui connaissent le TDAH, et l'étude MTA, qui concerne les enfants d'âge scolaire, où on a comparé la médication seule versus la médication, plus des interventions comportementales, etc. C'est l'équivalent de cette étude-là. Alors, vous le savez aussi, qu'avant l'âge de 6 ans, normalement, les médicaments qu'on a n'ont pas, on travaille dans l'illégalité, puisqu'on n'est pas censé prescrire les psychostimulants, par exemple, avant l'âge de 6 ans. Donc, les lignes directrices nous recommandent de commencer par des interventions, et surtout des interventions parentales avant de commencer la médication. Donc, cette étude-là, c'est ça ce qu'elle a fait. Elle a commencé par traiter les enfants par des interventions comportementales, et ceux qui n'ont pas répondu à ces interventions, là, on a commencé la médication. Et l'intervention qui a été utilisée dans cette étude-là, c'est le programme COPE, qui est le Community Parent Education, un programme qui a été développé au Canada, en Ontario, par Dr. Chuck Cunningham, de l'université de McMaster. Et c'est une étude, donc c'est un programme qui est validé scientifiquement, comme l'a expliqué Patricia, la rigueur scientifique, si on veut parler d'études evidence-based d'un niveau avancé, c'est vraiment des études contrôlées, randomisées, qui doivent prouver l'efficacité. Et cette étude-là répond à ces critères-là de bonne évidence scientifique. Ce qui nous a aussi intéressé dans ce programme-là, c'est parce qu'il a été aussi utilisé aux États-Unis dans une perspective de ce qu'on appelle Services Before Diagnosis. On connaît nos problèmes de liste d'attente au Québec. On sait que avoir accès aux services est un problème. Ce n'est pas seulement au Québec, c'est dans tout le Canada. Pratiquement, si on parle des troubles du comportement, on estime dans les études qu'à peu près 2/3 des enfants n'ont pas accès aux soins, aux services en santé mentale, quand il s'agit, je parle là de toutes les problématiques de santé mentale en particulier. Donc, d'avoir accès à quelque chose qui peut être fait même avant le diagnostic était aussi intéressant en soi. Et c'est aussi un programme qui a été déjà traduit et adapté dans plusieurs milieux
il est utilisé énormément dans les pays scandinaves, il est utilisé dans des versions espagnoles et anglophones aux États-Unis, etc., etc. Mais on n'a pas trouvé de version française, de version francophone. Il y avait une première version qui a été faite par l'équipe de Dr Cunningham, mais qui n'a jamais été utilisée, et quand on l'a vue, elle était très décevante, ce qui fait qu'on a décidé de développer notre propre version francophone. Et on s'est dit, bon, quand on commence à utiliser un nouveau programme, il faut prouver sa pertinence. Pourquoi ce programme-là? Pourquoi l'utiliser dans ce contexte? Et comment le mettre en place? Donc, on avait comme objectif, je dirais, général, celui de tester comment l'implanter, ou est-ce que, quelle est la meilleure formule pour que ce programme-là trouve une place dans notre contexte de soins, parce que c'est sûr qu'il était très utilisé en Ontario dans les centres communautaires, alors qu'ici, on sait que l'accès aux interventions se fait par les CLSC. Et donc, l'équivalent un peu du communautaire dans d'autres régions correspond à ce que nous, au CLSC, et c'est quand même un peu différent comme modèle au niveau des services. Donc, on voulait voir où est-ce qu'il pouvait trouver sa place. À côté de cela, on avait la prétention, la grande prétention de voir quel impact ça avait sur les listes d'attente au niveau des services. Et tout de suite, je vais vous l'annoncer, on a été très déçus. Ça a été pas possible d'évaluer cet élément-là. Si on a le temps dans la discussion, je reviendrai sur ce point, mais j'en parlerai pas beaucoup. Mais aussi, on voulait voir, parce qu'effectivement, quand on met un programme en place, il faut voir qu'est-ce que ça entraîne chez les enfants que nous, on voit, et qu'est-ce que ça entraîne aussi chez les parents, parce que c'est eux qui reçoivent l'intervention. Je vais passer assez vite sur le programme, parce que je l'ai déjà présenté, je pense, dans le contexte d'autres rencontres de pédiatrie sociale, et si ce n'est pas clair à la période des questions, ça me fera plaisir de répondre à toutes les questions. Alors, c'est un programme qu'on appelle d'entraînement aux habilités parentales, qui dit entraînement dit répétition. Il a la particularité, et ça j'insiste beaucoup, d'utiliser de grands groupes de parents. Et donc de grands groupes, jusqu'à 25, dans notre pratique, il nous est arrivé d'avoir des groupes de 30 parents à la fois. Et ça dit aussi, non seulement parce que l'effet du groupe, Patricia l'a dit pour les jeunes, c'est aussi très très présent pour les parents. Et donc au niveau de l'efficacité, l'effet groupe est démontré, mais aussi au niveau du coût efficacité aussi, c'est quelque chose qui est très important. Je ne reviendrai pas sur ça, mais il y a eu une étude au niveau du coût efficacité pour ce programme-là en Ontario, et on a démontré qu'il y a comme un gain pratiquement de 1 000 $ par enfant quand on prend 2 enfants, quand il est en suivi individuel versus quand il est en suivi de groupe. Ça fait une énorme différence quand on parle d'un trouble qui est très très fréquent. Autre particularité, c'est l'approche non didactique, c'est-à-dire l'apprentissage actif, et ça aussi, donc je pense que ça rejoint un peu ce que Dr Conrad présentait par rapport à ce que c'est les jeunes qui font un effort. Ici, on va le tester ensemble, j'espère que ça va fonctionner. C'est les parents qui font le plus grand travail, comparé à ce qu'on a d'habitude dans notre système de soins, où c'est l'intervenant qui est l'expert et qui va essayer de trouver une recette avec le parent. Mais dans ce modèle-là, c'est le parent qui va trouver sa propre recette et qui va l'appliquer au quotidien. Alors, en gros, je ne reviendrai pas sur les différents thèmes, mais ça se résume en 10 rencontres. Une première rencontre d'information, introduction, une dernière rencontre de la PAP, comme on dit, de conclusion, et 8 thématiques qui ciblent les interactions, surtout parents-enfants. Alors, je vais vous faire passer une petite vignette, c'est comme ça que ça se passe dans les groupes, et je vais vous poser une question par la suite. Continuez colorier avec moi. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est, là? Les cheveux roses. Roses? Non, je ne pense pas, là. Là, regarde bien ce qu'on va faire, là. Tu vas prendre ce crayon-là, puis tu vas colorier à la place ce manteau ici en noir, ce bonhomme-là. Tiens, prends le crayon noir. Alors, ici, là.
Non, 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 je t'ai déjà dit de pas colorier en rond. Non. Là, Jessica, là, tu colores en faisant des lignes droites, là, comme ça. OK? Pas en faisant des ronds. Tiens, je recommence, ça. C'est ça. Attention, une grande fille comme toi, là, t'es pas supposée dépasser des lignes, là. Colore entre les lignes. T'es capable, là. Reste entre les lignes, là. Fais le bonhomme qui est là, là. Tu vas colorier ses pantalons en bleu. Non. Pas là, non. Là. Hey, regarde là, je vais te montrer. OK? Regarde ça, là. C'est ici. Tu colores en bleu comme ça. C'est comme ça que c'est beau. Regarde, le papa, là, il va te montrer comment. Tu vois, c'est comme ça que c'est beau. Là, je pense que c'est moi qui vais le faire, ça. C'est comme ça qu'on fait ça. Moi, je veux plus colorier. OK. C'est pas mal. Donc c'est assez caricatural comme vignette. Et là, je vais vous donner, normalement, c'est quand on a le groupe de parents, on leur pose qu'est-ce que ça les fait rire. Donc, ils se reconnaissent dans certains comportements, mais aussi ils reconnaissent un peu les choses qui sont anormales ou ce qu'on appelle les erreurs. Alors, on leur demande quelles sont les erreurs. En principe, on ne leur donne pas des réponses, mais là, je vais vous donner des choix de réponses. Excellent. Je pense qu'on peut effectivement voir qu'est-ce qui ressort surtout, à savoir que ce qui est problématique dans cette interaction, c'est le fait de ne pas prêter attention au comportement positif de l'enfant, c'est de faire des critiques excessives et des commandes excessives à l'enfant. Donc, je dirais, c'est à peu près les trois erreurs qu'on s'attend à ce que les parents retrouvent. Et ils les retrouvent. C'est ça qui est la beauté du groupe, c'est qu'ils finissent par les retrouver. Et d'un groupe à l'autre, on n'est jamais déçu de la capacité des parents et on découvre aussi la capacité des parents à être critiques par rapport à eux-mêmes. Après cela, ce qu'on fait, c'est qu'on leur demande, bon, maintenant qu'on a reconnu ce qui est difficile dans cette interaction, quels seraient les comportements qui seraient des stratégies gagnantes, qui seraient des stratégies positives pour contrer ces erreurs-là. Et donc là, je vais vous poser la deuxième question. Donc, une fois qu'on a reconnu les trois erreurs, la question suivante, c'est quelles seraient, selon vous, les stratégies gagnantes dans cette situation? Et on a un choix de réponse. C'est beaucoup plus interactif que ça quand c'est les parents qui parlent, je peux vous garantir. Et donc là, effectivement, et sans aucun, pouvez me croire, les parents trouvent les stratégies positives, donc qu'elles soient d'éviter les critiques, qu'elles soient de renforcer surtout, de limiter les ordres, de renforcer les comportements positifs, donc ils les trouvent, ces solutions-là. Merci. Donc on va passer à comment se passe une rencontre type. Donc les 2 heures, comment elles se passent. Il y a toujours une phase sociale. On laisse aux parents le temps de se connecter, de se parler, d'échanger des ressources surtout. Et après ça, comme ils ont toujours, chaque semaine, ils ont des exercices. On fait un retour sur les exercices de la semaine dernière. On fait le visionnement des vignettes, exactement comme on vient de le faire aujourd'hui. Et après ça, c'est les animateurs qui font une démonstration des stratégies. Il y a un jeu de rôle. Les parents doivent se pratiquer les stratégies qu'ils ont trouvées eux-mêmes, entre eux. Et par la suite, on fait une exploration des applications à la maison et une planification de l'exercice pour la semaine. Et là, c'est cette étape-là. Donc là, par exemple, si je vous demande, en fonction de ces stratégies qu'on a trouvées, à savoir avoir un renforcement positif, éviter quel est le jour de la semaine, quel est l'horaire dans la semaine qui vous conviendrait le plus?
les parents travaillent en sous-groupe quand ils font ce genre d'exercice. Donc, on les répartit en petits groupes et après cela, on se retrouve en grands groupes pour partager avec les animateurs. Bon, si on regarde un peu la tendance, et on n'est pas en soirée électorale, et on a beaucoup plus de temps le samedi et le dimanche, et si vous voyez un peu les horaires, ben, je dirais que après 18 heures, donc effectivement les temps où les parents qui travaillent, comme vous tous, sont plus ou moins disponibles. Mais je vous dirais que si on faisait ça pour les parents que nous on rencontre dans les groupes, on va avoir pratiquement la même chose dans toutes les lignes et dans tous les horaires. Pourquoi? Parce qu'on a des parents qui ne travaillent pas, parce qu'on a des parents qui travaillent de nuit, etc. Et toute cette variabilité, et je voulais qu'on essaye un petit peu cet exercice-là, parce que déjà, vous voyez qu'avec un groupe qui est homogène dans cette salle, qui est un groupe qui a un intérêt important commun, et un groupe de professionnels, de gens qui sont dans l'intervention, qui sont dans les soins, donc c'est un groupe relativement très homogène, vous voyez déjà qu'il y a une très bonne diversité. Et ça, c'est le nœud de la guerre quand on parle d'évaluation. Et c'est pourquoi? Parce que pour l'évaluation, pour avoir des résultats qui soient fiables, des résultats qu'on peut analyser, des résultats qu'on peut interpréter, on a besoin de beaucoup d'homogénéité. Or, en travail clinique, ce qu'on a, on a surtout de l'hétérogénéité. Alors, je vais vous illustrer donc ces difficultés-là pour les évaluations que nous, on a fait dans ce programme. Et vous vous rappelez qu'on avait comme objectif d'évaluer les effets du programme dans la population canadienne-française. Ça, c'était parce qu'on avait commencé ce projet-là alors que je travaillais à l'Hôtel Dieu de Lévis, et plusieurs CLSC de la région de Québec et de la rive sud de Québec, où, je vous rappelle, il y a un centre de pédiatrie sociale. C'est comme ça que j'ai fait mon premier contact avec Maud Julien et avec l'équipe de pédiatrie sociale. On voulait regarder donc les effets de ce programme sur le comportement des enfants pour voir est-ce qu'on a les effets qui sont rapportés dans la littérature et surtout sur les compétences parentales. Ça, on l'a fait on a choisi une méthodologie d'étude quantitative. Ça veut dire qu'on va quantifier, qu'on va mesurer quelque chose et on va voir quel est le résultat. Comment quantifier? Le problème de la quantification, et ça je vais aller plus rapidement, c'est qu'on a besoin d'avoir beaucoup d'informations pour pouvoir mesurer et comprendre. Mais en même temps, vous le savez très bien qu'en temps clinique, et là on en discutait durant la pause, que des fois on a 15 minutes pour évaluer un patient. Alors si on a 15 minutes, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas lui demander d'avoir 3 heures de remplissage de questionnaire avant les 15 minutes, ni 3 heures après, donc il faut que ce soit bref. On a choisi 2 outils qui ne sont pas parfaits, mais qui font le tour, qui sont très validés au niveau scientifique, très utilisés, et qui durent chacun, que ce soit le CBCL ou la liste de vérification des comportements, une passation d'à peu près 20 minutes, et aussi l'indice de stress parental qui dure aussi à peu près 20 minutes. Et on a fait passer les questionnaires avant le groupe, après le groupe, 6 mois après et 12 mois après. Et si on regarde le CBCL, vous voyez de quoi ça a l'air. C'est 100 questions, 20 minutes, et regroupées en comportements externalisés et internalisés. Et ça vous donne une idée un peu sur les résultats qu'on a. On a une différence significative en pré-post, et cette tendance se maintient à 6 mois. Elle se maintient aussi à 1 an dans les données qui ne sont pas montrées ici. L'indice de stress parental, c'est la même chose, à peu près 100 questions. Et vous voyez, on est dans les questionnaires brefs, là. On n'est pas dans... Et on n'a pas aussi beaucoup d'informations avec ces questionnaires-là. Mais quand même, on a des résultats qui sont intéressants. On sait qu'on a une diminution de beaucoup de facteurs qui sont reliés, qu'on peut relier au stress parental, que ce soit l'isolement, l'indice de dépression, etc. Alors, c'est quoi les enjeux qu'on a rencontrés? On a beaucoup d'enjeux parce qu'on a ciblé des enfants de moins de 5 ans, et on s'est retrouvés, vous voyez comme c'est des choix un peu, c'est des détails, mais qui rendent la vie très difficile. On avait dans notre corps des parents qui voulaient intégrer leurs enfants qui avaient 6 ans.
Et on s'est dit, pourquoi s'arrêter à 5? S'il y a des parents qui peuvent en bénéficier, allons-y. Mais c'était à la fois un choix généreux, mais très casse-tête, parce que le CBCL s'arrête à 5 ans et qui commence après à 6. Donc 2 outils pour la même population. Bonjour pour les analyses. Donc vous voyez un peu le genre de détails pour lequel on peut être confronté. L'autre problème, les parents nous ont dit, nous on veut inclure notre enfant qui a moins de 5 ans, mais on veut utiliser les stratégies pour la fratrie, parce que ça n'a pas d'allure de l'utiliser pour celui qui a 4 ans, alors que celui qui a 8 ans, il a les mêmes problèmes. On va dire non, 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 toi tu ne fais pas partie de la recherche. Donc on a inclus la fratrie, et par la suite, c'était effectivement, quand on inclut la fratrie, on a quand même un biais, parce qu'on a des enfants qui ne sont pas reliés génétiquement, entre guillemets, versus d'autres qui le sont. Et ça, pour les analyses, c'est aussi un autre élément de complexité pour analyser nos données. On avait aussi les parents, la mère seulement qui assiste et les pères seulement ou des pères seulement. Donc on pouvait analyser séparer papa, maman, ça c'est faisable. Par contre, il y avait aussi les parents qui alternaient. Et comment on va faire pour ces parents-là? L'un vient à une séance, l'autre se remplace. Donc ça c'était aussi, ça c'est la vraie vie. Et comment avoir ces données-là dans la vraie vie? C'est encore plus pour ceux qui remplissent les questionnaires. Les parents, des fois, se divisent. Quand il y a 2 membres de la fratrie, c'est le papa qui répond pour un enfant et la maman pour l'autre. Ça allait encore. Mais des fois, ils veulent tous les 2 remplir et ils ne s'entendent pas sur la perception de l'enfant. Alors, le questionnaire qui durait 20 minutes, il dure 1 heure. Alors, donc, vous voyez un peu toute la complexité de ce qu'on évalue, que ce soit en termes de population et en termes d'instruments. Bien sûr, le groupe contrôle, parce qu'une étude, pour être valide, il faut au moins un contrôle. Et là, trouver le groupe contrôle, c'était difficile. Il y a un choix à faire et on l'a fait un peu tardivement. On n'a pas aussi tenu compte des abandons. Ça aussi, c'est une grande faiblesse de notre étude. Et donc, tout ça va retentir sur les analyses. Je vous passe, parce qu'il me reste juste 1 minute, et je pourrais en parler pendant des heures, de où et quand passer ces échelles d'évaluation. Parce qu'on pouvait les passer avant que le groupe démarre, donc par téléphone, c'est faisable, mais on perdait beaucoup, et c'est surtout quand les parents sont sur place qu'ils remplissent. Ça, on l'a appris, mais les intervenants ne voulaient pas faire remplir des questionnaires, donc il fallait que l'assistant de recherche soit là. 2 heures, c'est juste pour le programme, donc ils ne voulaient pas qu'on empiète sur le programme clinique, alors que c'est notre programme clinique. Mais alors là, on s'est disputé entre recherche et clinique, je ne vous dis pas, donc où, quand et qui va passer les échelles, c'est un vrai casse-tête quand on fait. Mais on trouve des solutions. Il n'y a pas de solution parfaite, on les trouve, mais c'est juste d'être conscient de tous ces enjeux-là avant de commencer. C'est important parce que parfois on met un effort énorme pour recueillir des données et au moment où on va les analyser, on n'arrive pas à les analyser parce que c'est trop hétérogène, parce que ce n'est pas la même personne qui a fait, ce n'est pas au même moment, et donc c'est des données qui sont un vrai casse-tête. Je vais passer rapidement pour dire que si je vous demande de retenir une chose aujourd'hui, c'est de retenir cette image, pour dire que quand on veut évaluer, et quand on est dans un contexte d'intervention, dans un contexte que j'appelle clinique, mais pas forcément, ça peut être communautaire, mais on est dans un domaine de l'intervention. Il y a quelque chose, un équilibre à trouver entre la faisabilité, quelque chose qui doit être faisable dans notre contexte, mais surtout la validité scientifique. Des fois, quand on met le poids trop sur la validité, on perd la faisabilité. C'est ce qui se passe un petit peu pour les essais pharmaceutiques. On met tellement de critères de restriction qu'ils ne répondent à aucun cas des cliniques que moi je vois, etc. Mais si on met aussi trop le poids sur la clinique, on perd beaucoup en validité. Et donc c'est vraiment cet équilibre-là. Ça, c'est en ce qui concerne l'évaluation quantitative, on quantifie. Pour la qualité, c'est aussi ça, c'était une méthodologie que moi j'ai découverte, que je ne maîtrise pas encore, même si ça fait plus que 8 ans que je travaille dans ça, mais pour dire qu'elle est moins exigeante, moins connue, peut-être parfois moins rigoureuse, mais pas toujours. Donc moi, je vous inciterai à découvrir un peu ces méthodologies-là, où on fait surtout ce qu'on appelle les focus group ou les entrevues de groupe. Nous, on les a fait avec un canevas particulier, en plus d'un questionnaire de satisfaction.
Et ça nous a ressorti les forces du programme, les faiblesses du programme, les forces de son implantation, qu'est-ce qui faciliterait et qu'est-ce qui serait difficile pour son implantation. Et là, je vous donne juste des exemples pour dire que effectivement les parents étaient satisfaits, si je tiens compte par exemple ici des thématiques, donc à plus de 90%, ils étaient satisfaits avec l'ensemble de ces thématiques. Et quand ils en parlent, ils disent qu'effectivement, on est parti de la base, c'était bien structuré, on est arrivé à de bons résultats. Si on regarde par exemple les effets visibles sur le comportement de l'enfant, donc on voit que plus de 70% à la troisième rencontre, ils ont déjà commencé à avoir des effets visibles. Et ça aussi, c'est des données intéressantes, parfois un peu moins exigeantes pour les ramasser. Donc, pour les enjeux de cette partie-là, qualitative, on ne pouvait pas faire de données longitudinales. Le groupe de contrôle est difficile à avoir parce que quelqu'un qui n'a rien reçu, tu dis on parle avant, après, c'est difficile, alors que si c'est un questionnaire, c'est plus facile. Dans ces focus group, on a fait les focus avec les animateurs, mais c'est eux-mêmes qui font le programme, donc on a quand même un biais de subjectivité. Quand tu fais un effort, tu évalues plus par le positif, et c'est la même chose pour les parents. Donc je vais passer sur ça, juste pour dire que c'est un projet qui a été subventionné par des organismes de recherche nationaux. Et je vais finir sur la deuxième vignette, donc juste pour vous illustrer encore une petite fois ce programme. Ah, il faut que je revienne, non? Il faut que je revienne en arrière, ouais. Vous deux, s'il vous plaît. Asseyez-vous, puis arrêtez de vous battre. OK. Merci. En bas, ça, c'est lancer les coussins, OK? Vous deux, c'est assez. J'ai dit tantôt d'arrêter de sauter puis de vous battre. Si vous arrêtez pas, vous ne pourrez pas écouter votre émission préférée ce soir. D'accord? OK, papa, on va rester tranquille. Voulez-vous arrêter? C'est la 5e fois que je viens vous voir. Ça va mal finir, ça. Vous savez quoi? Vous ne pourrez pas l'écouter, votre émission préférée, ce soir. Papa, on ne recommencera plus, c'est promis. OK, c'est la dernière fois. Je vous donne une dernière chance. Merci de votre attention et j'attends vos questions s'il y en a.